Le basketball, on a cette chance-là, c'est un des deux sports mondiaux. Ouais. Avec le football, il y a le basketball. Il n'y en a pas d'autres. J'ai appris vraiment sur le tard qui est la création d'un club, le Paris Basketball, puisque à ce moment-là, il y avait le projet de David Kahn qui était de recréer enfin un grand club à Paris. Il faut imaginer qu'on était 5 autour d'une table ronde et donc la billetterie, le marketing, le partenariat, l'administratif, enfin tout ça, c'était 5 personnes qui discutaient. Si on a réussi, c'est bien sûr parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup travaillé, mais parce que d'une toute manière, il y avait ce besoin de ce club à Paris et le public attendait ça. J'essaye de pas être supporter du Paris Basketball, alors j'ai forcément un lien particulier, mais j'essaye de pas agir en supporter, de pas laisser des émotions sportives, c'est pas mon rôle, et on doit faire le tampon entre les fans, les abonnés et les résultats sportifs, donc il faut avoir cette distance-là. Les gens comprennent qu'il y a un club à Paris, que le basketball français, vraiment c'est important, c'est majeur, et petit à petit on va grandir, et comme on touche de plus en plus les nouvelles générations, plus que les autres sports, et effectivement, c'est des gens qui vont continuer à venir voir nos matchs, et donc petit à petit, je pense que le basketball français va continuer à grandir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui, nous avons la chance de plonger dans le monde fascinant du basketball avec un de ses acteurs clés, Mathias Priez, directeur général délégué du club du Paris Basketball. Fondé en 2018, le Paris Basketball est un club qui a rapidement gravi les échelons pour se faire une place de choix dans le paysage du basketball français. Avec une montée fulgurante en Betclic Elite, le club s'est distingué non seulement par ses performances sur le terrain, mais s'est aussi distingué par son approche innovante du marketing sportif et de l'engagement de ses fans au cœur de l'Adidas Arena. Mathias, avec son expertise et sa passion pour le sport, a joué un rôle crucial dans cette ascension et a fortement contribué à transformer le paysage du basketball français. Aujourd'hui, il est là pour partager avec nous son parcours et celui du Paris Basketball, les défis et opportunités du club et surtout nous apporter ses insights sur comment ils engagent leurs fans d'une manière dynamique et unique. Que vous soyez fan de basketball ou simplement curieux de découvrir les coulisses d'un club parisien en pleine expansion, cet épisode est fait pour vous. Restez avec nous pour une conversation inspirante et riche en enseignements. Bienvenue sur Storytellers. Bonjour Mathias, comment vas-tu? Hello Jules, ça va très bien. Très bien, merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux du Paris Basketball. Ça fait très plaisir de se déplacer, de pouvoir venir ici et de pouvoir faire cette interview avec toi. Merci d'être venu au cœur de Porte de la Chapelle. Avec plaisir, on n'est pas loin de l'Adidas Arena, en plus on va pouvoir en parler juste après. Et pour commencer, donc on va parler aujourd'hui forcément de basket, plus précisément de l'équipe du Paris Basketball, mais pour commencer on va parler un petit peu de toi aussi, de qui est Mathias, et pour ça on va commencer avec la story. Et donc Mathias, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire comment tu as rejoint le Paris Basketball il y a maintenant de ça un peu plus de 5 ans, s'il te plaît? Ouais, et je termine ma 6e saison au Paris Basketball. Effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre le club à sa création. Alors c'est à la fois un concours de circonstances, un peu de chance, un peu de hasard, un peu tout ça mélangé. Moi j'ai travaillé dans les affaires publiques pendant le début de ma carrière et j'ai souhaité me réorienter à partir de 2017 dans le monde du sport, qui est un monde qui m'a toujours passionné, j'ai toujours rêvé d'y travailler sans forcément oser avoir vraiment cet objectif, et puis j'ai été bénévole dans le sport, donc j'avais quand même des fois déjà fait des liens. Je me suis réorienté en 2017, j'ai eu la chance de rejoindre la Ligue nationale de basket sur la saison 2017-2018 où il y avait un plan stratégique puisque il y avait un certain nombre de groupes de travail qui étaient constitués sur la compétitivité des clubs, l'économie, le marketing, les liens sportifs, le développement des jeunes. Donc moi j'ai eu la chance d'être un peu comme une petite souris, je faisais le compte rendu en bout de salle, donc vous voyez les présidents de club, les directeurs que je rencontre aujourd'hui, et j'ai pu du coup vraiment m'immerger dans ce milieu-là, voir tous ces débats, et j'ai beaucoup emmagasiné de connaissances. Et puis par ailleurs je travaillais sur la question des contrats des joueurs et des enregistrements des joueurs. Et à la fin de cette saison-là, de cette saison d'alternance, il y a un événement qui se créait, mais que j'ai appris vraiment sur le tard, qui est la création d'un club, le Paris Basketball, puisque à ce moment-là il y avait le projet de David Kahn qui était de recréer enfin un grand club à Paris. En tout
cas pour la première fois un club durable à Paris. Ça s'est concrétisé en fin de saison. Je me rappelle très bien, au mois de mai, il y avait une offre d'emploi pour un poste de directeur général de ce poste-là, avec une fiche de poste très très longue. Et moi j'avais candidaté en disant je peux pas être directeur général de ce club puisque je sors d'une alternance, mais la personne ne fera jamais toute cette fiche de poste. Donc j'ai candidaté en disant il y aura forcément besoin de quelqu'un pour aider. J'ai pas été recontacté parce qu'il cherche un directeur général. Mais ce qui s'est passé au mois de septembre, c'est-à-dire qu'effectivement la personne recrutée, Romuald Coustre, a cherché quelqu'un pour l'épauler. Et donc ça s'est fait très vite et auprès de la Ligue de basket où j'ai su qu'il cherchait quelqu'un. Et le club était pas vraiment encore dans les rails parce qu'il n'y avait pas de match officiel, mais je me suis lancé, j'ai candidaté alors que je pouvais rester à la Ligue de basket et j'ai rejoint le club au tout début du mois d'octobre, c'est-à-dire en fait avant le premier match à domicile de l'histoire du club. D'accord, ok. Et sur quel poste à ce moment-là alors? J'étais chargé de mission, juridique, administratif. D'accord, tu avais gardé un petit peu ce côté institutionnel duquel tu venais mais que tu avais mis dans le sport et plus précisément... Et donc le basket, est-ce que c'est une passion personnelle? Est-ce que c'est une porte d'entrée vers le sport toute simple? Est-ce que... Alors je suis pas à la base passionné de basket. Bon, je suis passionné de sport. Je suis passionné de développement du sport, sur le côté économique, marketing. J'ai souhaité travailler dans le basketball en France parce que je voyais la marge de progression la plus forte. Voilà, un potentiel qui n'était pas forcément développé. Quelque part, j'ai pu évoluer beaucoup plus vite parce que c'était le basketball. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis passionné de basketball français, les villes, le développement économique, l'histoire, et je suis pas forcément un mordu de NBA. Voilà, moi je viens pas de cet univers-là. Par contre, le basketball français et européen, je m'y retrouve. Mais justement, il y a ce côté supporterisme dans des salles fermées. Dans quelques mois, dans quelques semaines, on va jouer l'Euroleague, ça va être incroyable. Et c'est vrai que c'est une ambiance très particulière, très européenne et en même temps dans une salle fermée dans le basketball avec un sport spectaculaire, donc je m'y retrouve complètement. Ok, très bien, très clair et c'est assez intéressant comme histoire. Et justement, quand t'es arrivé là-bas au début, c'était quoi un petit peu alors on verra un peu plus tard les objectifs du club, mais toi c'était quoi tes objectifs quand t'es arrivé là-bas, ton rôle, les objectifs que tu t'étais fixé en tout cas ou que le club t'avait fixé en arrivant au Paris Basketball? Quand je suis arrivé sur une fiche de poste assez classique et administratif, juridique. C'est-à-dire comment on met en place une entreprise comme une autre, et puis les contrats de joueurs, des choses comme ça. Très vite, de toute façon, ça a explosé sur ce que je voulais faire aussi, c'est-à-dire en fait le côté événementiel où on organise les matchs, on installe les LED, on a des idées sur les thèmes de match. Donc très vite, ça a débordé parce que le projet était immense et qu'en plus, on avait un président, David Kahn, qui tout de suite faisait confiance à tout le monde, mais voulait que l'ensemble des salariés, on n'était pas nombreux, et arrivent avec des idées, des projets, les portent eux-mêmes. Donc je me rappelle qu'au bout de quelques semaines, j'avais moi-même porté des thèmes de match, dont le Nouvel An chinois. C'était un peu une des idées que j'avais mises en place, et tout le monde avait été responsable de matchs, peu importe le poste. Et c'est vrai que la fiche de poste a explosé, mais c'est fou, tout le monde a été mis à contribution en fait, et vos missions ont un petit peu évolué avec le club au final, ce qui est assez cool quoi. Faut imaginer qu'on était 5 autour d'une table ronde, et donc la billetterie, le marketing, le partenariat, l'administratif, enfin tout ça, c'était 5 personnes qui discutaient et qui faisaient à peu près tout, même s'il y avait quand même des fiches de poste. C'est vrai que c'était un peu l'image du Apple qui se construit dans le garage. Là, on était vraiment dans le garage. Ok, c'est la start-up dans le sport, quoi. C'est ça qui est cool. Ça doit être une aventure quand même assez intéressante à vivre, surtout quand on voit aujourd'hui où vous en êtes, si peu de temps après, quelques 5-6 saisons plus tard où vous en êtes. Et justement, maintenant, on va parler de Paris Basketball et du projet Paris Basketball. Comme on disait, le club a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez remporté des trophées. La Leaders Cup cette année, l'Eurocup aussi. Vous êtes vice-champion de France. On était à ça d'être champion de France. Voilà, un peu plus grand, bon, pas très loin quand même, mais en tout cas c'est beau. Si on regarde l'historique du club, qui est encore une fois très récent, c'est quelque chose de très beau. Comment on se sent aujourd'hui justement quand tu compares un petit peu il y a 6 saisons où t'arrivais, t'avais cette fiche de poste assez basique et institutionnelle, on va dire, à aujourd'hui être dans un club où voilà, vous avez remporté ces trophées, vous avez cette aura-là, vous commencez à... Comment on se sent aujourd'hui on se sent fier, fatigué, fier, mais plein d'énergie pour la suite. À titre personnel, et c'est le cas pour tous ceux qui ont rejoint le club, peu importe quand, et encore
plus peut-être pour ceux qui sont là depuis le début, c'est vrai qu'il y a un accomplissement, on a tous beaucoup grandi, un peu vieilli, etc. Mais on a vraiment beaucoup évolué. Et au niveau du club, ce qui est franchement magnifique, c'est que c'est vrai que David Kahn et Eric Schwartz sont arrivés quand ils ont créé ce club avec une feuille de route, et c'est assez marquant quand on revoit les reportages qui ont été faits à l'époque, et on voit quand même là le Carpentier à moitié vide, avec pas encore de jeu de lumière, etc. En fait, la feuille de route a été tenue. La feuille de route sportive, bien sûr, parce qu'on a gagné des trophées, mais ça encore, c'est le domaine du sportif. Mais en tout cas, sur le côté administratif, c'est vrai qu'on a, je pense, créé la trajectoire, le club que l'on souhaitait il y a 6 ans, c'est-à-dire un club dans une salle magnifique. On savait que la salle allait arriver. De toute façon, il n'y aurait pas eu ce club sans la salle. Mais un club populaire avec une vraie ambiance, un COP et en même temps ce côté très entertainment de la NBA et un sport qui aujourd'hui vraiment apparaît sur la carte de Paris et continue de grandir. Un club qui continue de grandir. Donc c'est vrai que la feuille de route, elle a été tenue. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses. Mais quand on voit la trajectoire, on se dit que la vision qui était celle des propriétaires, c'était la bonne. Et si on a réussi, c'est bien sûr parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup travaillé, mais parce que d'une toute manière, il y avait ce besoin de ce club à Paris et le public attendait ça. D'accord. Et justement, vous pensez que c'est lié aussi, enfin, le club s'est fait un nom assez rapidement justement. Est-ce que c'est lié aussi à sa localisation, le fait que ce soit le Paris Basketball, ou en tout cas c'est quoi un petit peu, tu penses à tes yeux, les clés qui ont fait que vous avez réussi à vous démarquer si rapidement dans le milieu du basketball français? Je pense que il y a eu une chance quelque part, c'est que le Paris Basketball n'avait pas d'histoire. Le basketball parisien avait une grande histoire, mais le Paris Basketball commençait d'une feuille blanche. Et donc on a pu un peu casser les codes par rapport à ce qui se faisait dans le basketball français, parce que pour réussir à Paris, dans le Grand Paris, je pense qu'il faut faire les choses de manière un peu différente que ce que des clubs font très bien différemment ailleurs. Et donc il y a eu tout de suite cette volonté d'avoir de réunir en fait deux publics qui se parlaient pas, c'est-à-dire le public des consommateurs de sport français dans les salles et ceux qui vivent la culture basketball NBA en termes de mode, de musique, mais qui ne vont jamais dans des salles françaises voir du basketball français. Bon. Et du coup, il y a eu cette volonté d'avoir tout de suite un club qui se démarque en termes d'identité, en termes de divertissement, en termes de musique, avec des choix assez radicaux qui ont été faits pour parler à un certain public et puis élargir petit à petit la base. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce club-là, alors qu'ils n'avaient pas forcément d'autres clubs qui leur parlaient, répondaient à ce code-là. Ça, c'était une vraie opportunité. Ouais, donc ça c'est un vrai travail de fond sur cette identité du club et l'identité de ses fans en fait en quelque sorte. C'est ça, c'était de se dire en fait qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui à Paris. Et pourquoi jusqu'à maintenant la ville de Paris n'avait pas un grand club de basketball alors que c'est le territoire qui forme et envoie le plus de joueurs français tout court, et en NBA en plus on en a encore eu la preuve il y a quelques jours. Bien sûr. Mais justement pourquoi alors c'était pas le cas avant vous Parce qu'il y avait je pense une forme de différence entre la manière de vivre le basketball et le sport dans sa pratique sur les playgrounds et ce qui pouvait être proposé dans des salles de basket. Parce qu'il faut aussi convaincre que on doit acheter son billet pour venir voir un match, que c'est un spectacle qui vaut la peine, et que par ailleurs il manquait quelque chose qui est arrivé tard dans le projet mais qui a changé la trajectoire du club, c'est une salle comme l'Adidas Arena qui est vraiment une salle compacte mais ultra moderne et qui permet de faire et du basketball avec une super visibilité et tout un tas de divertissements, d'animations, de choses que les gens veulent. Et la trajectoire du club n'aurait jamais été la même. Il n'aurait pas existé s'il y avait que la Halle Carpentier. Et justement, donc la Halle Carpentier, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où l'équipe jouait avant l'arrivée de l'Adidas Arena. Justement, cette Adidas Arena, maintenant on va en parler, c'est là où vous êtes domicilié. Alors il y a aussi beaucoup d'autres événements qui vont avoir lieu dans cette Adidas Arena, là pour les Jeux Olympiques aussi, mais on sait que c'est principalement aussi votre lieu de votre domicile, on va dire. Et cette Adidas Arena, justement, elle est plus qu'importante dans la stratégie. J'imagine qu'elle est obligatoire. En fait, comme tu disais, sans l'Adidas Arena, Paris Basketball n'existerait peut-être pas. Enfin,
Oui, il y aurait pas eu de club sans s'il n'y avait pas un projet de salle. D'accord. Donc la stratégie, mais donc dans ces cas-là, comment ça s'est passé? Alors le club comment cette stratégie s'est mise en place entre l'arrivée du club et l'arrivée de l'Arena? On savait, lorsque David Kahn a développé le club avec Eric Schwartz, il y avait une salle qui arrivait pour les Jeux Olympiques et qui n'avait pas de club résident et qui aurait ce club de basketball résident. D'accord. Ça, c'est le point de départ. Il aurait été impossible de créer le Paris Basketball sans ce projet de salle de manière assurée et avec une timeline qui, même si elle a été en retard comme beaucoup de projets de salle, en tout cas on savait qu'en 2024 la salle serait là. Elle arrivait effectivement en février 2024. Donc ça c'était le point de départ. Après la difficulté c'est que on a tout de suite du coup voulu mettre des ambitions en termes d'entertainment, d'animation, en termes également de localisation, puisque du coup d'en faire un club populaire, urbain, et en même temps pendant un certain nombre d'années il y avait une différence, c'est qu'on jouait à l'Halle Carpentier. Donc ceux qui venaient voir les matchs voyaient bien les matchs étaient très plaisants, il y avait des animations tout le temps, mais il y avait quand même une différence par rapport à ce qu'on annonçait. Bien sûr. Après, la difficulté, c'était que du coup, on avait une image qui correspondait pas toujours à l'outil qu'on pouvait proposer. D'accord. Mais on a répondu à ça en grandissant petit à petit à travers des délocalisations. Ça a été très crucial. Après seulement 14 mois d'existence, on lance une délocalisation à l'Accor Arena, qui aura lieu en janvier 2020, en Pro B contre Aix-Maurienne, avec près de 6000 spectateurs. Donc c'est impressionnant. Voilà, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on veut faire, mais à l'époque c'était majeur. Je regarde un grand souvenir, notamment parce que le Covid est arrivé juste après. C'était pas du Nouvel An chinois en plus. Et donc on a continué et on a même fait un match à Roland-Garros. Et donc on tournait avec une affluence qui était autour de 2005-3000 à le Carpentier. D'accord. Mais on dépassait les 10 000. On a fait 11 000 entre l'Accor Arena, le stade Roland-Garros. Donc on avait en fait un public qui nous suivait, qui se déplaçait pas complètement à la Carpentier, mais qui grossissait. La même chose pour les followers sur les réseaux sociaux. Il y avait une stratégie de dire, OK, il y a notre salle, mais on va sortir de la salle à tous les moments, tournoi de basket, animation dans les rues de Paris, parce qu'en fait, les futurs spectateurs, ils viendront peut-être jamais à Carpentier. Par contre, il faut qu'ils nous connaissent avant la sortie de la l'Adidas Arena. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est quand même cette partie très importante de la stratégie. Et donc aujourd'hui, maintenant que cette Adidas Arena est prête, que vous avez déjà fait vos premiers matchs d'inauguration, qu'il s'est passé déjà beaucoup de choses dans cette Adidas Arena et qu'il va encore s'en passer beaucoup. Donc maintenant la stratégie va plus se jouer sur ce qui se passe à l'intérieur de cette Adidas Arena, j'imagine. Tout ce qui est expérience fan, tout ce qui est... Comment vous vous différenciez là-dessus aussi et comment vous apportez cette marque de fabrique un petit peu Paris Basketball de tout cet événementiel qui se passe en dehors et à l'intérieur de la salle? Alors, il y a les deux. Je reviendrai, mais Paris Basketball, c'est une marque avec une volonté de créer un équilibre économique, comme ça se fait aux États-Unis. Ça, c'est la volonté des propriétaires. Mais c'est une marque qui doit d'abord être le club du Grand Paris. Donc, nous, on veut se développer et justement faire des événements aussi. Mais ça peut être des tournois de basket, aller dans les écoles, comme on a déjà fait en dehors de l'Adidas Arena et même en dehors de la ville de Paris. Et puis, il y a une volonté aussi de se développer à l'international, Paris Basketball. Je pense que beaucoup de gens pourront acheter un maillot Paris Basketball à New York sans savoir vraiment quel est le classement de la Betclic Elite. Bien sûr. Mais pour parler de l'Adidas Arena, effectivement, il y a une stratégie de proposer un spectacle qui soit décorrélé du sportif. On sait qu'on maîtrise pas complètement le sportif, même si on met le budget et on essaye d'avoir la meilleure équipe. Et cette année, on avait vraiment une équipe qui nous a rendu fiers. Mais le but, c'est que tout le monde passe un bon moment et que chaque match soit vraiment différent. C'est pour ça que dès le début, on a mis des matchs à thème, que le match du Nouvel An chinois ne ressemblait pas à l'Africa Game. Et quand vous ratiez un de ces matchs-là, vous ratiez quelque chose que vous n'allez pas forcément récupérer. D'accord. Il y a aussi différentes ambiances entre la Coupe d'Europe et le championnat, et c'est pas les mêmes publics entre un public plus étudiant, un public familial. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a effectivement des codes très spécifiques, de la musique, plutôt rap hip-hop, urbain, des codes qui appartiennent qu'à l'Adidas Arena. Là où je suis très content, c'est que c'est des codes qui sont liés au Paris Basketball, mais aussi aux autres programmations de l'Adidas Arena. Il y a vraiment une cohérence d'ensemble. Je pense que c'est vraiment le lieu le plus hype aujourd'hui dans le sport à Paris. Les gens se disent, est-ce que tu as été à l'Adidas Arena? Et derrière, il y a une ambition qui est qu'effectivement, le match de basket, pour nous, il se joue à chaque temps mort.
mort à la mi-temps et on veut proposer des choses différentes. On a eu un feu d'artifice pour l'inauguration. On a déjà eu des showcases, parfois surprises. On a eu des animations, voilà, même des petites choses, jouer l'hymne LNB en beatbox ou des choses qui surprennent, mais voilà, on s'amuse, on propose de nouvelles choses et on veut vraiment rendre l'expérience à l'Adidas Arena unique, puisqu'à chaque match, il y a des gens qui viennent pour la première fois. Bah oui, ils peuvent pas avoir un match un peu décevant, un peu moyen, même si c'est pas le gros match de la saison, et même si sportivement, peut-être que ce sera un petit peu plus, un peu moins spectaculaire que d'habitude. On doit être au rendez-vous. En tout cas, nous, c'est notre mission. Ok. Et justement, est-ce que vous avez déjà des premiers retours un petit peu de ces quelques premiers mois, ces premiers clients, soit des retours de fans qui vous suivent depuis le début et donc qui découvrent, mais qui eux doivent être forcément agréablement surpris, j'imagine. Mais justement, peut-être des nouveaux fans qui vous découvrent et qui viennent à votre rencontre sur les réseaux ou autres pour vous dire ah ouais, l'ambiance au match. Vous avez déjà des retours un petit peu là-dessus? On a des bons retours. J'espère que c'est l'ensemble des retours. Mais je pense que les gens sont assez francs. À la Halle Carpentier, on avait de très bons retours. Mais il y avait des faux clients de la salle qui apparaissaient aussi. L'Accor Arena, quand on a joué là-bas, c'est une salle magnifique, mais justement, on perdait un peu ce côté chaudron, ambiance aussi. Voilà. Des fois, c'était un peu froid. Et là, l'Adidas Arena, c'était un de nos points et je suis vraiment très content. C'est à la fois un petit chaudron, c'est une salle de 8000 places, les gens sont très près du parquet. Et en même temps, c'est une salle ultra moderne. Et c'est vrai que les retours sont très positifs. On arrive à avoir des gens qui s'y retrouvent parce qu'ils viennent dans le COP, ils chantent et c'est vrai qu'ils retrouvent cette ambiance salle fermée qui n'existait pas. Et l'an prochain, il y aura Belgrade, Madrid, Istanbul, donc il va falloir être au rendez-vous. Et on a aussi des familles qui viennent et qui adorent parce que le basketball c'est spectaculaire. Et on a terminé quand même la saison par des choses qui nous rendent fiers. D'abord la qualification en match 5 contre l'Asvel qui a été en termes d'émotion spectaculaire, incroyable, avec un scénario sportif unique. Et derrière le match contre Monaco, qu'on perd assez largement, les deux matchs, mais avec un public qui va rester debout et dedans toute la rencontre. Et quand je dis public, c'est aussi les familles, les enfants. Et qui à la fin va applaudir tout le monde sur le podium, parce qu'il y avait les moyens en termes d'animation, mais aussi parce que je pense qu'ils ont passé un bon moment, même s'il y avait un grand écart dans le score. Et ça c'est majeur parce que je pense que ce sont des gens qui vont revenir. En tout cas, on est en train de battre nos records d'abonnés pour la saison prochaine. C'est pas surprenant, mais c'est vrai que là on est en train de solidifier les bases, ce coup-ci avec du ciment. Avant on travaillait toujours, voilà. Et c'est très précieux pour l'avenir. C'est très encourageant et forcément je vous le souhaite, hein, mais c'est beau et c'est vrai que même nous on a des retours sur la salle en tant que telle et sur ses ambiances pour avoir quelques collègues ou autres qui y sont allés aussi et c'est vrai que ça a l'air quand même assez sympa. C'est une salle qui est vraiment faite pour le basketball. D'abord, ça c'est important puisque elle est aux dimensions basketball, hein, ce qui n'est pas le cas de l'Accor Arena. Donc en fait, quand vous faites du handball, vous reculez des tribunes. Mais au basketball, vous êtes au pied du parquet. Bien sûr. C'est vraiment impressionnant dans la tribune. Et en plus, c'est une salle qui est équipée avec un cube, avec des LED 360. Donc on a eu la chance de tester un certain nombre d'animations. On en a fait avec Fastory, avec vous. Ça a parfaitement marché. Le public était on, la connexion est bonne. Donc c'est une salle qui permet tout ça. On en avait besoin. Et en plus, dans un quartier qui a du sens pour nous. Le but aussi de Paris Basketball, là on est Porte de la Chapelle, c'est qu'on soit pas simplement locataire de la salle, c'est qu'on soit un acteur du quartier et qu'on active aussi le parvis de l'Arena avec des fan zones avant, après les matchs, mais même en dehors de nos matchs. Trop bien. Et même vos bureaux, donc là où on se trouve actuellement, sont justement à quelques pas aussi à Porte de la Chapelle, pas très loin de l'Adidas Arena, donc on est dans les mêmes coins. Et maintenant, pour repartir un petit peu sur ce côté internationalisation et un peu ce côté vision du basket à l'international ou autre, comme tu le disais tout à l'heure, en France, on va dire qu'on a de plus en plus de caméras tournées vers nous au niveau du basket. On a des grands acteurs qui se démarquent un petit peu, pour pas citer Victor Wembanyama ou d'autres encore, mais on commence à avoir un petit peu une certaine importance à ce niveau-là. Comment vous visualisez un petit peu cette internationalisation et comment vous mettez en place justement la suite pour que le Paris Basketball devienne, comme tu disais tout à l'heure, une grande marque potentiellement à l'international et que vous soyez aussi remarqué, pas forcément remarqué, mais en tout cas
on mette le Paris Basketball sur une carte, même outre-Atlantique, du côté de la NBA ou autre. Comment vous faites dans ces cas-là? Bah, effectivement, le basketball, on a cette chance-là, c'est un des 2 sports mondiaux. Avec le football, il y a le basketball. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que quand on parle basketball à Paris, on a le même langage qu'en Afrique, aux États-Unis, en Asie, où le basketball est très populaire. Donc on a ce vecteur-là. Alors après, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Le premier, c'est qu'effectivement la NBA, c'est un modèle, on s'en cache pas, et ça doit être aussi un objectif pour certains joueurs. Nous, on est très fiers d'avoir au bout de 3 et 4 ans drafté 2 joueurs, John Megarin et Ismaël Kamagaté. Donc c'est un premier objectif. L'autre objectif aussi, c'est de pouvoir se développer en termes de marque. Paris Basketball, là ça parle. Ça parle aux États-Unis et encore une fois déconnecter des résultats sportifs. C'est 2 marques qui ensemble sont assez iconiques. Ça on y travaille parce que derrière il faut aussi que le produit merchandising soit bien tourné. On est content des sponsors qu'on a sur le maillot, c'est aussi important. Voilà, les sponsors, le look du maillot, on travaille avec Adidas qui nous permet de co-designer les maillots avec eux. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les templates de Paris Basketball, c'est pas les templates des autres clubs. Donc ça, ce sont des éléments où il y a beaucoup d'importance. Et puis il y a aussi le développement au niveau européen. Qui est majeur. Dès le début, on a anticipé ça parce que on a organisé des tournois avec des équipes Euroleague, ce qui nous a permis de les rencontrer, de commencer à être crédibles, pas simplement parce qu'on s'appelait Paris, et on les a revus en Eurocup. Pour certaines, on va les revoir en Euroleague, et donc on a commencé cette relation-là. Et c'est vrai qu'assez vite, parce que c'était Paris, parce que derrière, il y avait un club qui travaillait, il y avait des gens dans les bureaux, il y avait des investisseurs, et je fasse David Kahn qui ont travaillé en NBA, donc qui ont une vraie carte de visite. On a été invité à des tournois, et on a été mis dans un certain nombre de boucles qui permettent aussi aux clubs d'apprendre et de grandir. Et de grandir de clubs qui ont développé un modèle économique et qui sont très populaires sur leur territoire et en dehors. Donc c'est quelque chose qui va se faire de toute manière sur le long terme, mais qui commence déjà à se faire petit à petit. Vous commencez un peu à planter la graine à droite à gauche, ce qui est intéressant et ce qui est tout à votre honneur forcément. On mettait en avant le côté international sur nos matchs. L'Africa Games, c'était l'occasion de mettre en avant des associations qui œuvraient en Afrique. Alors on n'a pas fait des choses sur le continent en 6 ans, mais voilà, c'était aussi le but de se faire connaître de ces acteurs-là et de dire on est là, Paris Basketball, et maintenant vous avez un relais sur Paris, et nous de notre côté, on espère demain que Paris Basketball soit populaire aux 4 coins du monde en tant que marque, en tant que club, mais comme par exemple le logo des Yankees est très populaire sans savoir très bien quel est le classement de baseball. Bien sûr, comme on peut voir des maillots du PSG perdus en Asie alors qu'ils connaissent même pas le classement non plus, mais parce que c'est devenu une marque iconique aussi. Bien sûr, je comprends. Et justement, si on prend un petit peu à l'inverse, quand on voit il y a quelques jours qu'on a eu 4 Français qui ont été draftés à la NBA. L'année dernière, Victor Wembanyama, numéro 1. Là, on a eu encore Alexandre Sarr et j'ai oublié le nom. Zachary Zaché. C'est ça, voilà. Drafté numéro 1 et numéro 2 donc de la draft de la NBA, donc ce qui est une première en France. Comment ça vient influencer justement le basket en France, Paris Basketball, ou en tout cas l'image que peut-être à l'international on se fait du basket français? Alors, je pense qu'à l'international, on s'est toujours fait une bonne image du basketball français, puisqu'en fait, si ces joueurs ont été draftés, c'est que les scouts venaient là. Oui, bien sûr. Et je me rappelle, on a beaucoup accueilli chez nous, des joueurs de talent, on en a toujours, des jeunes joueurs. Donc le côté professionnel, on était assez à la pointe. Après, ce qui manque, c'est parfois dans le marché domestique en France, la compréhension que oui, le basketball français est spectaculaire, parce qu'il y a des futurs joueurs NBA, mais même au-delà des futurs joueurs NBA, il y a vraiment des très bons joueurs français et étrangers. Et c'est vrai que souvent les gens viennent au Paris Basketball parce que c'est Paris, parce que c'est familial, parce qu'on leur a dit du bien. Et ils sont surpris du niveau de basket. D'accord. Et ça, c'est vrai que
c'est justement développé. Peut-être cette image, en fait, justement, ce côté, parce que, comme tu disais, c'est un sport qui est international au même titre que le football, mais c'est un sport qui est bien moins représenté aujourd'hui, en tout cas, que le football. En tout cas, même moi, je trouve, qui de base, je ne suis pas forcément un grand fan de basket, je m'y connais pas plus que ça non plus. Mon frère est un fan inconditionnel. Il me parle de basket depuis que je suis tout petit, mais par exemple, je sens pas autant cette influence autour de moi. Tu vois, dans les médias, dans les sports que je suis, le basket est beaucoup moins influent, et donc c'est plus ce côté. Justement, Victor Wembanyama, on en a entendu parler en long, en large et en travers, et donc même des gens qui se posaient peut-être la question de est-ce qu'on est bon au basket en France, et qui, depuis Tony Parker, n'avaient plus aucune idée de ce qu'était le basket, ça ravive quelque chose un petit peu. Et donc c'est plus ce côté, est-ce que ça fait pas un peu changer les mentalités, est-ce que ça ouvre pas un petit peu les portes, pas à l'international, mais dans ces cas-là, peut-être en France, à justement démocratiser encore plus ce sport chez nous, quoi, qui est de plus en plus représenté, mais qui est moins représenté encore que du football ou peut-être même du tennis pour certaines compétitions, quoi. Ouais, c'est tout le paradoxe du basketball qui est extrêmement pratiqué à titre perso d'ailleurs, pas simplement en licence. Les playgrounds sont pleins bien sûr, dans le Grand Paris. Même pendant des périodes où il n'y avait pas beaucoup de sports autorisés, les playgrounds étaient assez fréquentés. Donc il y a ce côté un peu contre-culture. Le basketball aussi, du coup, est très consommé. Parce que le basketball, c'est un sport qui inonde vraiment notre culture, la musique, les documentaires. Documentaires sur le basketball sont toujours les plus consommés. Bon, et puis après, il y a le côté basketball français, le championnat français, parce que pareil, l'équipe de France de basketball est très populaire, elle est composée de joueurs qui jouent en NBA, à une ou deux exceptions près. Donc effectivement, il faut continuer à faire grandir le basketball français. Nous, on y contribue sur le territoire du Grand Paris, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait pas forcément ce club qui rassemblait jusqu'à 8000 personnes par match. Même s'il y avait des clubs sur le territoire, et en tout cas, il manquait peut-être encore plus les tickets de Paris. Je dis pas ça par rapport à d'autres clubs qui existaient et qui faisaient aussi du bon travail. Maintenant, effectivement, il faut savoir que dans beaucoup de territoires, on est à plus de 90% de taux de remplissage des salles. Le vrai sujet, c'est la visibilité nationale de ce sport. Et ça, c'est une longue histoire. Ça a décroché dans les années 90. Moi, je suis très content que la Ligue de basket, depuis quelques années, ait décidé de sanctuariser le fait qu'il y ait un match qui ne soit pas vendu, mais qui soit par journée, en tout cas le match vitrine sur une chaîne en clair, en l'occurrence l'équipe. On est passé 21 fois sur l'équipe cette année. C'est important pour nos partenaires parce que les audiences d'équipe, c'est 200, 250, 300 000 téléspectateurs sur des matchs de qualité. Et bon, c'est plus que beaucoup de matchs de football sur des chaînes à accès bien sûr. Mais là-dessus, c'est un vrai effort majeur. Donc, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par la diffusion du sport, ça passe par des relais dans des médias non traditionnels. Au Paris Basketball, on a cette chance d'être à Paris, donc c'est plus facile d'attraper la presse. Mais on essaye toujours d'aller dans des médias qui ne sont pas aussi que des médias sportifs. On est content de faire la première page d'équipe parce que quand on gagne la Coupe d'Europe, parce que c'est très rare que le basketball soit en page une, mais on est aussi très content d'avoir des articles dans Les Échos, Le Figaro, Le Monde. C'est aussi le moyen d'élargir le champ et de replacer le basketball là où il devrait être sur la carte. En tout cas, nous, c'est notre ambition à Paris, on le dit. On veut être le deuxième club de Paris et du Grand Paris. En termes de notoriété, en termes d'histoire, ça arrivera pas tout de suite, évidemment, mais en termes de hype, de tendance, et le potentiel, en tout cas, il est là. Ça dépend pas des autres, ça dépend de nous. Le potentiel, il est là si on travaille très dur. Oui, ça va prendre forcément un peu de temps, mais vous avez déjà enclenché la machine en soi et ça prend globalement une bonne direction pour l'instant. Donc, on peut que vous souhaiter ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est normal. Oui, c'est normal, mais c'est ça, mais c'est ce qui est assez intéressant aussi. Et on reprend un petit peu aussi cette chose de start-up, un petit peu de voilà, vous avez commencé déjà, ce chemin que vous avez fait est énorme, mais c'est sûr qu'il reste encore du parcours, mais on vous souhaite qu'il soit aussi beau que c'est déjà ces 5-6 premières années. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de la dernière partie du podcast, les pro tips. Alors là, c'est une question qui a un petit peu répondu, donc à voir voilà, si tu as d'autres choses à rajouter. Mais comment est-ce que toi, tu vois l'évolution du basketball en France et le rôle qu'aura le Paris Basketball dans cette évolution sur ces prochaines années? Moi, je pense que le basketball aujourd'hui avait atteint un peu un plafond de verre en France. C'était la question des salles.
c'était compliqué parce que je le dis, les clubs réussissent en France en termes de taux de remplissage, on est à 90, 95, 100% pour certains clubs, mais dans des salles du coup qui étaient terminées, parfois un petit peu anciennes et avec un produit qui n'était pas toujours uniforme entre l'Astrobal de l'Asvel et d'autres salles un petit peu plus modestes et un petit peu plus anciennes. Bon. Là, il y a un grand mouvement des collectivités, des clubs pour construire des salles. Nous, on a la Diaz Arena, mais il y a une salle à Orléans de 10 000 places, il y a une nouvelle salle à Reims, à Poitiers, à Lyon, même si ça concerne les matchs Euroleague uniquement pour le moment. Donc c'est vrai que il y a ce miroir, il y a cette vitrine maintenant qu'on peut montrer à un public qui aujourd'hui n'attend plus simplement un spectacle sportif, mais attend une expérience globale. Comme on va au restaurant et au cinéma, je pense qu'aujourd'hui on cherche à la fois des émotions sportives et en même temps pouvoir sortir, profiter. Et en fait, le basketball, c'est parfait pour ça. C'est mieux que le football. C'est quelque part, même si le rugby travaille très bien sur les beaux dégâts, plus adapté que le rugby. C'est-à-dire que dans une salle fermée, peu importe le temps qu'il fait, avec une ambiance qui est une ambiance familiale, bon enfant et en même temps supporter, vous avez du spectacle, vous avez des animations, vous avez un spectacle sportif qui est toujours spectaculaire. Donc la capacité est là. Il faut qu'on mette en avant nos salles, il faut qu'on arrive à davantage uniformiser le produit de l'élite. Je pense que c'est très important. Voilà, on a réduit 18 à 16 clubs. Je me prononce pas sur ce débat, mais en tout cas, si ça permet d'uniformiser le produit vitrine, c'est important, et qu'on le mette en avant le plus possible. La question du diffuseur est majeure, mais c'est aussi la question de comment on élargit le cercle. Et c'est vrai que nous, à Paris, on a cette chance d'être dans la capitale. Au match, on a aussi des influenceurs, des artistes qui sont là, qu'on parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde vient, enfin personne n'est payé pour venir. Ils viennent avec grand plaisir. En général, ils veulent revenir derrière. On est content pour ça. Et du coup, ils en parlent. Les gens comprennent qu'il y a un club à Paris, que le basketball français, vraiment, c'est important, c'est majeur. Et petit à petit, on va grandir. Et comme on touche de plus en plus les nouvelles générations, plus que les autres sports, et effectivement, c'est des gens qui vont continuer à venir voir nos matchs et donc petit à petit je pense que le basketball français va continuer à grandir. Très bien. Maintenant j'ai une question un petit peu plus personnelle sur toi et sur ton rôle. Comment on gère la pression dans un poste comme le tien qui est quand même assez important et qui est justement dans une équipe qui est grandissante et qui a de plus en plus d'importance? Comment toi tu gères un petit peu cette pression et ce poste aujourd'hui? Je le gère plutôt, j'ai l'impression, mieux aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que quand on travaille dans le sport, c'est assez spécial. D'abord parce que j'ai une conscience de ce que je fais, j'ai de la chance d'avoir ce poste-là, même si je suis pas seul, et qu'il y a toute une équipe, que du coup, j'ai pas envie de faire des erreurs parce que il y a des gens qui comptent sur nous, des joueurs, staff, les fans. Et puis par ailleurs, dans le sport, il y a toujours une pression un peu surnaturelle. Dès qu'on est lié aux sportifs, dès qu'on est lié un petit peu de près ou de loin à l'équipe professionnelle, il y a une pression un peu surnaturelle. Bon, il faut savoir la gérer. C'est vrai que j'étais pas préparé à prendre, on va dire, un poste de responsable avec le président. Ça s'est fait à la fin de la première année. J'ai tout de suite sorti la charge. En plus, c'est allé vite, quoi. Ça allait un peu trop vite. Mais, voilà. Mais avec bon, du recul. Du coup, j'ai un peu, à titre personnel, j'ai un peu évolué. J'ai la chance, de toute façon, c'est une grande équipe avec une autonomie de différents pôles. Je suis très loin de coordonner tout ce qui se fait au club et heureusement, de toute façon, aujourd'hui, je ne le pourrais plus. Mais c'est vrai qu'en termes de pression, il faut savoir, en tout cas moi, c'est ce que j'ai appris à faire, couper par moment. On sauve pas des vies, même si c'est très important ce qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous et à ne pas savoir couper, à ne pas savoir se reposer quand on a quelques temps faibles, il faut savoir les prendre, parce que du coup, sinon, on tient pas la cadence. Donc là, pour le moment, je tiens la cadence. Mais je le fais parce que j'ai une discipline personnelle qui fait que quelques jours avant les playoffs, j'ai coupé 4 jours, mais ça m'a fait du bien, ça permet de repartir avec des idées parce que c'est aussi un métier où si on est fatigué, si on est un peu les bras ballants, si on n'a plus la volonté d'avancer, simplement de faire ses missions, c'est là où, dans le sport comme ailleurs, mais encore plus dans le sport, on n'avance plus, quoi. Tu perds la passion et donc tu perds le fil de ça. Et il faut toujours faire ses missions, ce qui est beaucoup, essayer d'avoir de nouvelles idées, etc. C'est compliqué, surtout quand on est là depuis 6 ans. Je
je suis plus celui qui a le plus d'idées, les meilleures idées, mais c'est pas grave. Mais t'es bien entouré. Voilà, la Grinta a été partagée à de nouvelles forces vives et heureusement. Ok, et parfait. puis on s'est bien structuré. Moi j'ai la chance de travailler au Paris Basketball, qui est le club le plus structuré en basketball de France, je pense, avec des directeurs de pôle, avec vraiment une vraie organisation et une bonne répartition des missions, et un président très actif et qui lui-même prend une grande part, David Kahn, qui est au quotidien. D'accord. Ouais, donc au final c'est quand même bien goupillé, bien réparti. Et bien réparti. Et est-ce que tu as un petit rituel ou quelque chose avant un grand match dans le vestiaire ou autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te traverse l'esprit? On sait qu'il y a des coachs ou autres parfois qui ont des petits rituels avec leurs joueurs. Quoi? Est-ce que toi, même autre dans le sport, est-ce que tu as quelque chose que tu fais avant un match? Alors, avant une grosse compétition peut-être, tu vois. Ouais, non, mais en fait, moi, c'est un peu particulier pendant les matchs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des missions à faire. Ouais. Alors, moins opérationnelles qu'avant, mais enfin des gens à rencontrer, etc. Et donc, en fait, je suis dans le jus. D'accord. Okay. Et donc, je j'ai pas la pression du match. D'accord. Enfin, pas complètement la pression du match quand je suis acteur. Par ailleurs, toute la première mi-temps, je vois le score, mais c'est vrai que je suis toujours à droite, à gauche, etc. Ouais, donc c'est pas... Et souvent, il y a quelques moments où je vais me poser à un moment donné et je vais vivre le moment, mais je me le dis avant. Donc, par exemple, ça a été la vidéo un peu hommage du club. Je savais qu'il y aurait un feu d'artifice pour l'inauguration, évidemment, je le savais. Je connaissais la séquence, donc c'est un moment où je me suis isolé. Voilà, c'est un moment où l'émotion est revenue. Je me rappelle du match 5 contre l'Asvel, mais je me rappelle par exemple du match où on se sauve à la dernière journée, première saison dans l'élite. On est relégable et on doit absolument gagner à Levallois pour se sauver, qui est deuxième ou troisième. Et là, j'étais passif. Et là, c'est horrible. Donc, j'avais pas de rituel, mais par contre, j'ai vécu le match avec David Kahn et ça a été là des émotions fortes parce qu'on se sauve. Et à ce moment-là, il y avait des conséquences très, très, très funestes. Si jamais on perdait ce match-là. Vraiment. Pression. Ça, moi, je le savais. Et donc, du coup, j'ai la chance, on va dire, d'être acteur et de pas avoir trop la pression sur les matchs. Seulement à quel moment où je m'isole et je laisse parler les émotions. Ok, très bien. Bon, on n'aura pas alors le petit secret. Non, mais après, le secret dans les bureaux, c'est d'essayer quand même moi, je suis l'ato, je suis la star. Et par contre, j'aime bien faire des pauses, discuter, essayer d'avoir une bonne ambiance et qu'on soit pas complètement dans le jus. Je pense que c'est le meilleur moyen d'appréhender les grands rendez-vous, les grands matchs, parce que quand on organise un match comme à Roland-Garros, voilà, il y a un peu de pression. J'imagine. Il vaut mieux avoir quelques rituels ou de secrets. Ok. Et donc, une autre petite question. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des compétences qui sont clés pour travailler dans le milieu du sport aujourd'hui en tant que personne, des qualités spécifiques qu'on doit avoir aujourd'hui pour travailler dans le sport? La première, c'est que en fait, il faut aimer le sport et être prêt à tout faire, en fait, à tout absorber. Il n'y a pas de fiche de poste. Moi, quand je suis arrivé au Paris Basketball, je suis arrivé parce que j'avais fait des études d'affaires publiques. Et puis, je me suis retrouvé à mettre des stickers sur les paniers, à porter les LED. Enfin, voilà. Alors ça, c'est la vision d'un petit club. C'est plus le cas quand vous rentrez dans des grands clubs et même au Paris Basketball. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais il faut être prêt à tout faire. Il faut être prêt à aider. Je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a une part qui est une part de travail. Et puis, il y a une part d'engagement aussi qui, à un moment donné, dépasse le cadre un peu contractuel qu'on peut avoir. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est indispensable. Et je pense que Paris Basketball, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait sans cette mentalité, mais elle est partagée partout. J'ai été bénévole 2 ans au Red Star. Donc, voilà, je sais ce que c'est aussi qu'un club où tout le monde met la main à la pâte, et ça c'est pour moi indispensable. Voilà. Après il faut avoir une bonne gestion du stress, c'est normal. Il faut aussi avoir une bonne gestion des émotions. Je pense que j'essaye de pas être supporter du Paris Basketball. Alors j'ai forcément un lien particulier, mais voilà, j'essaye de pas agir en supporter, de pas laisser des émotions sportives. C'est pas mon rôle, et ça c'est indispensable. Nous, on est justement là. Je suis pas la vitrine dans les bureaux, mais
on doit faire le tampon entre les fans, les abonnés et les résultats sportifs. Donc il faut avoir cette distance-là. D'accord. Sinon c'est pas bon. Donc typiquement quelqu'un qui rejoindrait l'équipe et qui serait un gros fan du Paris Basketball, ça pourrait presque devenir pas un défaut, mais ça pourrait prendre le pas à certains moments, quoi. Si il a cette capacité de gérer ça, c'est bon. Forcément... Si effectivement tout d'un coup il perd le contrôle sur un match, il fait la tête parce qu'on a perdu. Bah voilà, relou. On doit nous prendre le recul que les fans et les abonnés ne prennent pas, c'est normal. Et que même parfois les personnes du staff sportif ne prennent pas parce que c'est leur quotidien encore plus que nous. Donc si on n'arrive pas nous à prendre le recul et on rajoute de la pression, qui va le faire. C'est pas bon. Ok. Et une petite dernière question dans cette partie. Est-ce que tu as des innovations dans le marketing, dans l'expérience fan, dans l'engagement fan qui t'excitent un peu particulièrement ou que tu regardes ou que vous mettez potentiellement déjà en place, mais voilà, des innovations un petit peu dans communication, marketing, expérience fan que tu aurais en tête et que tu te dis voilà, c'est ça le futur, parce on entend beaucoup parler de l'IA, on entend beaucoup parler de la réalité augmentée, de toutes ces choses-là. Tout ça toujours un peu on essaie de le relier avec le sport. Pour toi, c'est quoi voilà une innovation qui tu penses demain pourrait avoir un réel impact à tes yeux? Alors, l'IA, c'est passionnant. Moi, je pourrais pas en parler, hein, mais je pense que ça aura un impact majeur. Moi, il y a quelque chose qui me fascine un petit peu, mais alors je l'ai pas complètement vu. Il y a deux choses. Je l'ai pas complètement vu. Alors, la première, c'est qu'il y a une innovation majeure, c'est le parquet en LED. Alors ça, c'est fantastique. Ok, trop cool. Okay. On a un peu regardé le sujet. C'était un peu compliqué, mais ça commence à être mis en place. C'est majeur parce que demain, c'est complètement fou ça. Dans le basketball, vous aurez des animations écran et ça c'est magnifique. Et je pense que je vais pas dire que tout le monde aura un parquet en LED demain, mais ce sera quasiment la norme des grandes compétitions. Mais donc ça c'est une vraie innovation. D'accord. Après quelque chose qui moi m'intéresserait plus en tant que fan, c'est effectivement la réalité virtuelle et la capacité à pouvoir peut-être proposer à des gens à distance, non pas de regarder un match comme on le fait à la télé, mais en fait de regarder un match vraiment avec un casque dans une place. On peut le voir en COP, on peut le voir en VIP, on se retourne, on le voit à 360, donc je sais qu'il y a des innovations comme ça, et demain, clairement, je pense qu'on aura peut-être nos spectateurs de la Dias Arena, plus d'autres milliers de chanceux qui seront dans un cadre précis, mais qui verront le match en tribune ou à côté de Lilian Thuram, par exemple, avec un dispositif. Ou peut-être sur le banc, et qui verront en live des réactions que les téléspectateurs ne verront pas. À voir, ça permettra d'élargir encore la capacité de la Dias Arena. Ok, très très cool. Et ce qui sont en soi des technologies dont on parle en ce moment et qui sont en train d'être doucement mises en place avec l'Apple Vision Pro, toutes ces choses-là, où ils commencent justement à essayer ce genre de technologie. On en est encore un peu loin, mais je vois mais ça avance bien. Même par exemple je voyais dans le golf, typiquement, ils ont un nombre de technologies derrière le golf pour traquer les balles, etc. Où aujourd'hui tu mets un casque et tu peux voir chaque trou pendant une compétition et tu vas voir les tirs de chacun comme si tu y étais. Mais il manque encore ce truc d'être présent dans la pièce, dans la salle dont tu parles, qui pourrait être une innovation intéressante. J'ai déjà fait des essais, mais on voyait un écran et puis il y avait des sièges à côté. S'il faut le faire, il faut que on sente les bruits, les odeurs, les sensations du COP. Mais enfin, je pense qu'on n'en est pas loin et je pense que ça arrivera. En tout cas, moi, ça me plairait ça me plairait de voir le Camp Nou. J'ai jamais vu le Camp Nou. Ce serait fou, on pourrait voyager. Ok, trop bien. Et donc maintenant, la dernière petite partie du podcast, qui là est la partie Fast Story. Donc cette partie qu'on a avec tous les invités. Et dans laquelle on va te poser donc une première question, c'est quelle est ta définition d'une expérience fan réussie? Pour moi, la définition d'une expérience fan réussie, c'est des gens qui ont passé un bon moment, qui veulent revenir, qui sortent avec le sourire alors que le match était pas bon, soit parce qu'on a perdu, soit tout simplement parce qu'il était un petit peu moins spectaculaire. Et que malgré tout, ça fait complètement abstraction du sportif. Voilà, c'est qu'on a réussi puisque le sportif est là pour proposer le meilleur d'eux-mêmes et ils le font très bien, mais nous, on est justement là pour faire comme si il n'y ait pas cette réussite-là. Alors, quand les deux sont réunis, c'est magnifique, mais j'ai des souvenirs, et même pour parler d'expérience fan sans innovation majeure, mais
le match à Roland-Garros, on perd, on joue contre Monaco, hein, on les prend, on choisit Monaco, donc on se donne pas toutes nos chances. Les gens étaient contents parce que tout ce qui était autour, en plus de la qualité du match, a permis aux gens de passer une bonne journée. Ok, très très clair. Et maintenant on a une question donc d'un autre invité, de l'invité du dernier podcast, qui est Joseph Villeflayou, qui travaille pour Hurricane Group, qui est le groupe qui détient le FIS, le Festival international des sports extrêmes, qui a lieu à Montpellier et dans pas mal d'autres villes. Et lui, il m'a posé la question, donc sans savoir que tu étais le prochain invité, il m'a demandé, et toi, comment tu engages les jeunes ? Oui, comment j'engage les jeunes ? Tout simplement. Tout simplement en leur proposant justement une expérience qui n'existe pas forcément trop dans le sport et qui ne leur correspond plus, qui est pas simplement le spectacle sportif, mais les innovations, l'engagement, ça bouge tout le temps avec des innovations à chaque temps mort. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'il va falloir qu'on développe encore plus, c'est la gamification. C'est-à-dire qu'en fait, le smartphone est partie prenante. Ça, faut encore qu'on y travaille davantage, mais les statistiques sont importantes dans le basket. Bon, le but, c'est qu'on inonde et on nourrisse l'aspect smartphone de ces jeunes-là dans l'arena pendant le match. Ok, très bien, très clair. Je pense que Joseph sera très content de la réponse. Et maintenant, c'est à ton tour donc de poser une question au prochain invité, sans savoir qui c'est. Et c'est à toi de lui poser la question que tu veux. Ok, du coup, je lui demanderais... Je pourrais poser la question positive, mais c'est des fois plus intéressant. Je vais poser négativement, Vas-y. Pardonnera, mais quelle est sa pire expérience et comment il a pu la surmonter ou l'appréhender dans son métier? Ok, très bien. Ok, c'est une super bonne question. Je sais pas si la personne sera très contente de l'avoir, mais justement, ça va sûrement nous faire une bonne réponse et tu pourras avoir sa réponse à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi, Mathias. Merci beaucoup pour ton temps. Merci encore de nous avoir accueillis ici. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis voilà, bon courage pour la suite. Hâte de voir la prochaine saison et tout ce qui va suivre. Voilà. Merci d'être venu, de mettre en lumière le club, le projet. Et puis voilà, très vite l'année prochaine pour la DS Arena. On aura de la BetClick et puis on aura de l'Euroleague. Donc on aura Belgrade, Istanbul, Madrid. Ça va être historique. Ça va être historique. Et on a très hâte pour ça. Merci beaucoup Mathias Priez. À une prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.